Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec Patrick Baudin. Bonjour Patrick. Bonjour Anne, bonjour. Donc nous réalisons cette interview un 1er novembre. Tu es à Tahiti et je suis en pleine tempête dans le Finistère. Voilà, et moi en pleine tempête sur l'île de Raiatea. C'est aussi la tempête là-bas. Donc, mais a priori, le réseau a l'air de bien fonctionner. C'est comme notre rencontre à tous les deux. On s'est appelés, on était tous les deux disponibles et hop, tout de suite, ça a marché. Et là, voilà, on s'appelle à des milliers de kilomètres avec 12 heures de décalage horaire. Et tout ça pour parler de ta présence aux rencontres universelles pour une médecine plurielle, avec une conférence sur la respiration holotropique. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors j'ai 71 ans, j'ai 3 enfants, j'ai des petits-enfants, trois, et j'ai un parcours médical sur le plan professionnel, ayant pratiqué 8 années comme réanimateur dans un SAMU à Angers. Et puis après, j'ai fait à peu près le même temps de médecine générale comme remplaçant, et après je me suis installé à Saumur pendant 3 ans. Et puis j'ai décidé en 2003 d'arrêter définitivement la médecine, contraint en quelque sorte par le Conseil de l'Ordre qui ne voulait pas qu'un de qu'un des médecins français continue à se compromettre dans une pratique aussi charlatanesque selon leurs critères. Voilà. Et à leur grande surprise, j'ai donc choisi de renoncer à la profession glorieuse, selon eux, de médecin pour pratiquer une autre forme de médecine, en tout cas pour ce qui me concerne, je pense que c'est une autre forme de médecine, et même une forme de médecine, je crois, largement aussi importante, c'est une médecine fondée sur la confiance, fondée sur le respect des lois naturelles, sur le respect des lois spirituelles qui régissent le monde. Donc voilà, c'est quelque chose de passionnant depuis 30 ans pour moi, lorsque j'ai découvert cette pratique en 92, donc oui, c'est ça. Hmm. 92-93, oui, c'est ça fait 30 ans, oui. Ah, donc justement, tu es entré dans la médecine, c'était quoi? Depuis tout petit, tu avais envie de prendre soin de l'homme? C'était qu'est-ce qui t'animait? Non, non, enfin, c'est une histoire transgénérationnelle, je pense, parce que j'avais aucune conscience de ça. Je me suis inscrit à la fac de médecine parce que je ne savais pas quoi faire en ayant passé mon bac. J'avais aucune idée, une impossibilité de choisir de quoi que ce soit, aucun, rien ne m'attirait. Et j'ai suivi donc mon meilleur ami qui faisait médecine. Je me suis dit, tiens, autant être avec lui à la fac. Et voilà. Et j'ai découvert 15 ans après que je venais du côté paternel d'une lignée de médecins depuis le XVIe siècle. Ok. Incroyable, hein. Ah oui. Incroyable, voilà. Bon. Et donc, ça m'a aidé beaucoup à assumer d'être dans le monde de la thérapie, du soin aux autres. Et la respiration holotropique a été un élément déterminant pour me ramener dans le cœur et me ramener dans la bienveillance et l'amour d'autrui, parce qu'au début de ma pratique médicale, c'était pas vraiment ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la respiration holotropique? Ce que je peux dire, c'est que c'est un processus d'exploration de soi-même, du monde vivant, fondé sur, ce qu'on appelle un état élargi de conscience, autrefois appelé état altéré de conscience, mais bon, et le terme altéré convient pas, signifiant quelque chose d'abîmé, ou un état modifié, parce que ça signifie qu'on a fait artificiellement modifier quelque chose. Donc un état élargi de conscience, et mieux encore, un état holotropique de conscience. Ça a été un terme créé par Stan Grof, psychiatre tchèque, qui a inventé cet outil.
et le terme voulant dire qui chemine vers la totalité, vers la complétude, vers une vision, une appréhension plus complète du monde vivant, de l'univers, voilà. Donc voilà, une méthode d'exploration de soi, une, une approche permettant d'expérimenter une transe profonde qui nous relie à nos origines, que je n'hésite pas à qualifier de divine, comme d'autres l'ont fait avant moi, parce que ça me semble une réalité, pas seulement par la tête, mais simplement par l'expérience. Voilà, j'ai fait l'expérience de ça. Et donc, c'est une pratique qui permet de vivre beaucoup plus complètement, Mmh. beaucoup plus entièrement qui nous sommes. Mmh. C'est une approche qui permet de répondre à la question: «Qui suis-je? OK. Quelle est ma nature? Est-ce que je suis seulement cette identité, sociale et familiale?» Et ben non, avec cette pratique, on découvre qu'on est beaucoup plus, on est quelque chose de très personnel, d'unique, d'absolument unique et en même temps quelque chose de transpersonnel, d'au-delà de tout ego, de toute personnalité. Et à ce moment-là, on est absolument semblable et superposable à tous les autres êtres, vivants, en particulier humains. On a ce même besoin de se relier à la source, ce même besoin d'amour, ce même besoin de bienveillance, ce même besoin de transformer les choses qui ne vont pas ou qui nous font souffrir en quelque chose qui est plus créatif. Et puis voilà, en tout cas, voilà, ça fait vraiment prendre conscience de notre nature universelle et en même temps de notre nature tout à fait unique. Donc, pour moi, c'est un outil super précieux. Mmh. L'année dernière, on a eu, le docteur Catherine Henry-Plessier qui, elle travaille sur l'expansion de conscience, donc c'est encore autre chose que ce que tu as dit, la conscience élargie. Oui, cette expansion c'est une expansion de conscience, un état élargi de conscience, un état de conscience holotropique. C'est donc un état d'expansion de conscience et peut-être, ce qui fait la différence avec d'autres pratiques, c'est que ça n'est pas quelque chose qui est induit par le thérapeute. Mmh, d'accord. C'est quelque chose dont on fait l'expérience par soi-même et en soi-même, OK. avec le moyen de l'hyperventilation. Mmh. Puis la nuit des temps, les hommes et les femmes de ce monde utilisent l'hyperventilation pour se modifier l'état de conscience, élargir l'état de conscience, et sans savoir ce qu'il y a au bout. Donc on n'a pas une idée mentale de là où on doit aller, de si on doit rencontrer son histoire de naissance, son histoire de vie intra-utérine, son histoire de vie antérieure, son histoire transgénérationnelle, ou un trauma particulier ou une histoire particulière. On hyperventile et on reçoit. On apprend à accueillir ce que le corps a envie de nous raconter comme histoire vraie, parce que le corps, c'est toujours vrai, et ce que l'univers, Dieu ou le grand esprit du monde a à nous raconter. Mmh. Donc c'est vraiment une posture d'accueil, d'humilité, heu, donc voilà, il n'y a pas d'induction, par quelqu'un d'extérieur. D'accord et Ou c'est alors il y a juste une induction au début de l'expérience quand on invite les gens à respirer. Mais à vrai dire, selon leur motivation, la clarté de leur motivation, les gens jouent le jeu ou pas d'hyperventiler vraiment pour modifier l'état de conscience. Et des fois inconsciemment, se donnent l'impression d'hyperventiler alors qu'ils respirent juste comme on fait des exercices de pranayama pour se détendre. Et puis, mais ça fait pas le même effet. c'est une pratique, donc c'est forcément on est à 2 avec un thérapeute ou ça se fait, en stage ou et est-ce que ça se pratique aussi, en solo une fois qu'on a acquis la technique? Ah, alors c'est clair que ce processus relève vraiment d'une quête, initiatique, relève vraiment du rite de passage parce que ça a quelque chose d'inquiétant, en tout cas d'anxiogène, de pas savoir ce qui va être amené de notre, inconscient, de notre corps. Ce que l'univers a à nous dire, c'est pas complètement évident. Donc ça prend une tournure d'épreuve parfois.
pour le système nerveux, pour le système psychique. Donc, c'est vraiment un rite de passage au sens strict. Donc, comme pour tout rite de passage, il y a la nécessité d'une motivation super claire, la nécessité d'un guide compétent qui n'a peur de rien et qui peut aller vous accompagner au plus profond du plus profond s'il y a besoin. Et ça nécessite un cadre qui soit sécure et qui soit parfaitement clair. La clarté, ça rassure. Ce qui n'est pas clair, ça inquiète. Donc, il faut un cadre clair, c'est-à-dire des limites. Par exemple, dans le cadre de la respiration holotropique, on passe un contrat avec les respirants qui est de pas de passage à l'acte violent. Si vous avez envie de tout casser, très bien, on va vous aider à le faire sur votre matelas et de vous à vous-même, mais pas question de casser du matériel ou de taper sur quelqu'un. Pas de passage à l'acte de fuite sans avoir parlé, et bien sûr, respect de soi, respect de ses limites, et puis dans le cadre occidental, bah, bien sûr, confidentialité. Donc voilà, un cadre qui est posé. Puis il y a aussi le cadre de la respiration. On fait l'expérience sur un matelas, on fait l'expérience dans une maison où il n'y a pas d'intrusion possible, on s'arrange pour ça, où il n'y a pas de téléphone. Voilà, on sécurise les choses. Donc il faut un cadre. Et le fait de pratiquer ça avec un certain nombre de personnes, en général des groupes de 12 personnes minimum, dont la moitié respire, l'autre moitié accompagne, donc chacun un accompagnateur attitré. Donc ça permet de faire des expériences sur 3 niveaux, la respiration et l'expérience intérieure elle-même, l'expérience d'accompagner quelqu'un, qui est quelque chose d'extrêmement puissant, parce que quand vous êtes à côté de quelqu'un qui, par exemple, déploie de la violence et que vous avez ça en vous et que vous n'avez jamais osé exprimer votre colère, ça peut être chaud au Mmh. niveau résonance. Mmh. Pareil avec les larmes, quand vous n'avez pas pleuré depuis 20 ans des chagrins d'enfant, ou 30 ans, ou 40 ans, si quelqu'un pleure pendant 3 heures devant vous, ça va vous chatouiller quelque part, hein, ça c'est tout à fait clair. Mmh. Et puis le troisième volet de cette expérience, c'est le partage en groupe de cette expérience de respiration et d'accompagnement. Ça, c'est vraiment très très puissant parce que on réalise très tôt que chacune des personnes du groupe nous renvoie en résonance une part de nous-mêmes, Mmh. en miroir, une part de nous-mêmes. On se reconnaît dans les expériences d'abus, on se reconnaît dans les expériences de dépression, on se reconnaît dans l'expérience de violence, on se reconnaît dans l'expérience de dévalorisation, d'humiliation, de honte, de culpabilité. On se reconnaît là-dedans et c'est impossible d'échapper aux informations. Donc ça nous secoue en profondeur. Donc et puis en même temps, ça peut nous rassurer et nous guérir en profondeur. Parce que d'entendre des témoignages de personnes ayant vécu l'inceste ou l'abus ou des maltraitances physiques, et de voir qu'elles sont capables de moudre leurs grains ou de transformer ça en miel, comme disent certains sages, euh, c'est transformer leurs vieux échecs en miel savoureux, en sagesse. C'est absolument merveilleux d'être le témoin de ça. Ça ne peut qu'inviter à en faire autant, et ça ne peut que vous donner le sentiment que si l'autre l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Mmh. Donc c'est capital de faire ça en groupe, un certain temps. Et puis après, effectivement, quand on a, comment dire, plus ou moins, parce que c'est toujours plus ou moins traiter ce que j'appelle les gros dossiers, l'abandon, la trahison, la violence, la dévalorisation, le manque d'amour, personne m'aime, je me sens pas aimé, puis je sais pas aimer. Bon, quand on a traité et qu'on est plus ou moins en paix avec ces dossiers-là, effectivement, on peut expérimenter ça tout seul. Quand ça va pas, qu'on se sent en surstress, par exemple, ben, on peut se mettre au lit avec de la musique ou sans musique et puis hyperventiler pour lâcher des choses, pour lâcher des larmes ou des tremblements, comme font les animaux. Mmh. Après un gros stress, les animaux tremblent, se secouent, puis Ouais. après, hop, ils peuvent faire autre chose. Mmh. Donc, c'est une forme de thérapie qui englobe quasiment toutes les formes de thérapie, je dirais. D'accord. C'est pas Je dis pas ça pour, Ouais. heu, dans un esprit, c'est ma boutique. Je Oui. m'en fous complètement. Mmh Je fais pas ça à défendre, mh. mais je vois que c'est vrai.
Je Mmh. vois que c'est vrai. Si ça permet de parce qu'il y a des gens qui font de la thérapie par le tremblement. Et beh, là, elle est automatiquement faite si elle est nécessaire. Il y a des gens qui font la thérapie par les régressions, mais là, si c'est nécessaire et que si c'est votre jour, c'est ça qui va venir. Il y a des gens qui font la thérapie avec, le psychogénérationnel, le transgénérationnel. Eh ben, si c'est l'heure pour vous, c'est là que l'expérience va vous emmener, et cetera, et cetera. Donc, l'histoire de la vibration dont vous parliez tout à l'heure, Ouais. s'accorder à la nature, ben, ce travail fait ça. Mmh. Du Oui. fait qu'il remet les pendules à l'heure en soi, il nous remet en vibration, en résonance avec la nature. OK. Alors justement quand on, bon on parle un petit peu, je sais que tu vas nous donner beaucoup d'autres apports pendant ta conférence, hein, mais je voulais creuser un petit peu, dans cette période-là où c'est très chahuté. Bon là, il y a les tempêtes, mais il y a aussi, les guerres, il y a beaucoup de stress en ce moment. Donc quand on ressort d'un stage ou de plusieurs séances, on est retour à soi, donc on est de retour dans cette vulnérabilité. Comment ça se passe avec, on est-ce qu'on est moins impacté par l'extérieur? C'est une très bonne question. Ça se joue sur 2 niveaux. On est à la fois beaucoup plus impacté parce qu'on est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus sensible. Mais je dois dire que pour ce qui concerne la culture occidentale, c'est plutôt un bien qu'un mal de retrouver de la vulnérabilité et de la sensibilité, vu ce que le manque de vulnérabilité et de sensibilité a fait faire aux hommes. Là, je suis dans un pays qui a été colonisé de manière incroyablement sauvage par les Anglais, par les Français, par les Hollandais, les Espagnols. Enfin, peut-être pas les Espagnols, eux, c'était plutôt l'Amérique latine, disons. Mais bref, c'est incroyable l'arrogance des Anglais et des Français arrivant dans des territoires comme ça, disant ben, ça y est, ben, je prends cette terre au nom de mon roi. Non, mais c'est à peine pensable. Et ça veut dire que ces gens étaient prêts à tuer pour avoir plus de terre, pour profiter, pour exploiter, à tuer les animaux, à tuer les gens, pour satisfaire leur gourmandise, leur avidité. Donc ça dénote une perte de sensibilité, une perte de capacité à aimer, ça dénote une sauvagerie, une barbarie. Les barbares sont pas ceux qu'on pense, hein, parfois. Mmh. Donc il y a ça. Donc, effectivement, on va être plus impacté, plus vulnérable aux choses, et il va s'agir d'apprendre à se protéger, à refermer son cœur dans les endroits où c'est pas très approprié d'avoir un cœur et d'être bisounours. Il y a des endroits, si vous faites que ça, vous vous en prenez plein la figure. Et puis, sur un autre plan, ça donne beaucoup de force pour faire face aux choses, Mmh. parce que ça donne une vision beaucoup plus élevée des choses, Mmh. beaucoup plus globale des choses. Avec ce type de travail, on va apprendre à davantage accepter les choses telles qu'elles sont et qu'on ne peut pas changer. On va apprendre à accepter l'inacceptable, par exemple, qui est le terrorisme. Mmh. On va apprendre à, à voir que celui qui viole a été violé. On va apprendre à voir que celui qui est dans le terrorisme, c'est parce qu'il a été terrorisé, violé, abusé sous toutes ses formes. Donc, ça met ça donne de la sagesse. Ça fait pas de gens qui font des stages, des sages, des sages, des sages complets et stables. Moi, je suis pas un sage complet et stable. Je travaille sur moi toujours parce que j'ai besoin de stabiliser le sentiment de paix en moi. Et tout le monde a ce travail à faire. Il y a quelques rares éveillés, quelques rares vrais éveillés, Mmh. dont on peut dire qu'ils en sont là. Mais il y a beaucoup de d'arrogants et de pseudo-gourous, qui Mmh. jouent aux sages, et si on les met dans le bon contexte et on les chatouille au bon endroit, on voit que ça tient pas trop la route. Donc voilà, donc la question est vraiment très, très intéressante,
Et effectivement, ça joue sur 2 niveaux qui apparaissent contradictoires. C'est qu'on est plus sensible, plus vulnérable et en même temps beaucoup plus armé, si j'ose dire. Non, c'est pas un bon mot armé. On est beaucoup plus, si armé, parce qu'après tout, le combat spirituel est un combat. Mais c'est pas des armes qui détruisent, ce sont des armes, de stabilité, des armes de droiture, d'honnêteté, d'ancrage. Mmh. Donc voilà, ça apprend à, heu, ça apprend aussi à se dire que le monde est parfait. Aussi révoltant que ce soit quand on voit le terrorisme, l'inceste, et les drames humains, Mmh. comme ce qui se passe en ce moment là, cette grosse arnaque là de la guerre, Mmh. en Ukraine. Mmh. Qui n'est qu'une histoire de gros sous, d'intérêts politiques et d'histoire de géostratégie et cetera. Mmh. Bon bref, en tout cas, voilà, il se passe ça et on apprend à se dire: «Bon, c'est sans doute que les choses doivent se passer comme ça» Mmh. et Tu donc as ça rend humble aussi devant ce qu'on ne comprend pas. mmh. Tu as accompagné combien de personnes, environ? C'est, depuis que tu crées des stages et des accompagnements, holotropiques? Un minimum de 15 à 20 sessions de respiration par an depuis 27 ans avec, mais je sais, je suis trop nul en calcul mental. Quelques milliers. Et alors toi, tu as toujours le goût de faire ces stages-là? C'est vraiment, c'est tu es passionné par ça, c'est, ça t'anime toujours autant comme si c'était, les premières fois depuis toutes ces années? Mais bien sûr, c'est ça qui est c'est aussi étonnant parce que quand même, c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant et éprouvant parfois d'entendre des gens parler encore et encore de drames, d'inceste, de viols. C'est incroyable, à chaque stage, si il y a en général la parité est assez rare, il y a en général une majorité de femmes. Les femmes sont plus courageuses dans l'introspection et le travail que les hommes, mais bon, ça tend à se masculiniser de plus en plus, et j'en suis bien content. Mais en tout cas, Tu toujours cette envie, cette flamme à chaque fois oui, qu'il y a oui, c'est ça. un nouveau Mais stage. oui, c'est ça, Allez, c'est c'est ça. parti, on y va. Bien que ce bien que ce soit très fatigant, par moments. C'est tellement ressourçant aussi de voir des gens, se réparer, se réconcilier avec eux-mêmes, se réconcilier avec leurs parents, avec leurs enfants, avec les autres. C'est tellement fort et tellement bienfaisant que ça ouvre le cœur. Donc, je bénéficie autant que mes stagiaires de mes propres stages. Mmh. OK. Parfois, j'y vais fatigué et grognon, je suis honnête et je peux le dire. C'est assez rare, mais ça arrive, et puis dès que le stage a démarré, clac, je suis sur une autre longueur d'onde. Ouais. Les tracas personnels passent à la trappe, momentanément et puis, je fais ce que j'ai à faire et je suis là à 100 et de plus en plus là d'ailleurs. Mmh. L'expérience et le calme intérieur, s'accentuant et s'installant progressivement de manière de plus en plus stable, beh, heu, je pense avoir le cœur plus ouvert que je l'avais il y a 20 ans, même si je faisais déjà, je pense, du bon travail. Il y a des fois où j'ai dû faire un travail très approximatif parce que j'étais, trop dans ma tête et pas assez dans mon cœur. Et aujourd'hui, les choses se sont inversées et quand je suis en stage, je suis plus dans mon cœur que dans ma tête et j'ai pas envie d'être dans ma tête, j'ai pas envie de comprendre les choses. J'ai envie de prendre les choses à bras le corps. Aujourd'hui, je ma conviction, c'est cet aphorisme zen que, la chose la plus importante qu'on puisse comprendre, c'est qu'il y a pas grand-chose à comprendre. C'est trop complexe. L'univers, la vie humaine, l'histoire est beaucoup trop complexe. Donc, si on veut simplifier les choses, heu, se ramener au cœur et puis, aimer autant qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Mmh. Est-ce qu'il t'arrive de collaborer avec, des médecins? Est-ce que des médecins t'envoient des patients?
Est-ce que tu discutes avec des médecins ou pas du tout? C'est assez rare que des médecins envoient des patients, mais il y a de plus en plus de médecins qui viennent faire des stages Oui. et ceux-là envoient des patients, évidemment. Mais ceux qui envoient des patients ne sont en général pas ceux qui sont encore dans la médecine générale. OK. Ce Mmh. sont ceux qui sont déjà dans une pratique alternative Mmh. OK. ou à cheval entre les 2. Mmh mh. Récemment, j'ai eu une pédopsychiatre, qui est venue faire plusieurs stages et qui a envie de se former et donc heu, bon, elle peut pas envoyer des enfants, pour des raisons faciles à comprendre aujourd'hui avec les histoires sectaires. Moi, je prends aucune personne mineure, sauf si elle est accompagnée d'un parent, et ça arrive des fois. J'ai eu un homme, professeur de techno, qui est venu avec ses 3 fils, 23 ans, 20 ans, 15 ans. Super. Récemment, une femme qui est venue avec sa fille. Bon, en tout cas, il se passe des choses et le monde médical et encore plus depuis le Covid, s'intéresse de plus en plus aux démarches alternatives. Mmh. Mmh. OK. Mmh. Aujourd'hui, j'en suis vraiment à considérer que c'est la médecine générale qui est la médecine complémentaire. OK. J'en suis à considérer que la vraie médecine, c'est s'arrêter quand on est fatigué, faire confiance, écouter le corps, faire de la respiration pour lâcher le surcroît d'émotions refoulées, c'est ça la médecine. J'aimerais qu'on en arrive, mais je pense que ça va se faire, à fonctionner comme en Russie. Je suis allé plusieurs fois en Russie, suivre une chamane en Sibérie et elle travaille à Moscou toute l'année et l'été en Sibérie et elle m'a dit que, mais la plupart du temps, même à Moscou, quand les gens sont malades, quand ça va pas, qu'ils dépriment, qu'ils ont la tête à l'envers, et bah, ils vont d'abord voir un chaman et puis si ça marche pas, on va voir le médecin. Ouais. Si on il y a un risque de suspecter si on suspecte quelque chose d'organique, on va aller voir le médecin. On est intelligent, on sait que c'est là que le médecin va aider. Mmh. Mais d'une manière générale, la médecine de base, c'est d'abord, s'asseoir et parler, écouter. Et après on voit, qu'est-ce qu'on fait, mais Bon, ben, Patrick, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette interview. Ça va permettre, aux personnes qui ne te connaissent pas de te rencontrer, de te découvrir à travers ces quelques mots. Merci beaucoup. Sur place, tu vas nous en parler, eh ben, encore, plus profondément. Heu, Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous avez les liens sous la vidéo. On vous attend nombreux, nombreuses et nombreux, aux prochaines rencontres, les 16 et 17 mars prochains. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Patrick? Un mot de la fin? j'espère que oui, vous viendrez nombreux pour, partager, autour de cette nécessité de regarder en soi et de trouver la paix à l'intérieur. Beaucoup sont déjà convaincus de ça, mais beaucoup ne savent pas qu'il y a des outils extrêmement simples à mettre en place qui permettent ça, de manière plus efficace que faire, 10 ans de psychanalyse. En tout cas, j'espère que oui, on se retrouvera nombreux pour parler de la paix intérieure. Merci beaucoup, Si, Anne, de cette invitation. Je te souhaite une belle, nuit, parce que ça va être la nuit pour toi. oui, Et moi, ma journée démarre et on va aller se promener. À très bientôt. à très bientôt.